invite Ridley and Walter Hill and everybody who's still with us and tell them how much you guys enjoyed it. It's a pleasure to watch it. Je présente Ridley Scott et Walter Hill et les gens qui sont encore avec nous, que vous avez beaucoup apprécié le film. Merci beaucoup. Sigourney, je suis obligé de vous poser la question parce que vous étiez assise avec nous dans la salle. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu? Beaucoup de gens et it was perfect, you know, and great to see such a beautiful print. And I believe this was the director's cut, which I'm not sure I've really ever seen. So I know because I think when Lambert slaps me, that was cut out. It's the director's cut. Oui, c'est super pour moi de le voir ici et je crois que c'est la première fois que je voyais le director's cut parce que la scène où Lambert me gifle, je crois que c'était coupé du montage original. Le film date de 1979, quand même. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas vieilli. Et c'est quelque chose qui est peut-être assez étrange parce que la science-fiction, le space opéra, il faut vraiment que ça soit très réussi pour que ça ne vieillisse pas. Vous avez ressenti ça aussi en le voyant, cet aspect contemporain et non vieilli du film? I think there are three reasons why it still holds up, and I'm glad it still holds up. One is Ridley Scott and Derek Van Lint and all the camera moves they kind of invented right in front of us, you know, different ways of shooting this film in very close places. The other, I think, is Giger's designs. They're so eerie and beautiful and sensual. And I think still the writer's concept, truckers in space, after 2001 Space Odyssey, which was sort of elegant space, you know, I have trouble getting through that film. But you know, it gave us a sense of space that we could all inhabit. We could imagine working there, living there, you know, bitching about salary, and so they opened up space to us. It was no longer this intellectual thing. It was a real world that you could imagine yourself in. Alors je pense que c'est pour vraiment trois raisons. La première, c'est Ridley Scott et son équipe, notamment le chef opérateur Derek Van Lint, et cette façon qu'ils ont eu d'inventer la façon de filmer, les mouvements de caméra, et ces très très gros plans. Ensuite, il y a évidemment les dessins de Giger, cette beauté étrange et sensuelle. Et puis, il y a aussi cette ambiance, après 2001, qui était un film d'une très grande élégance dans l'espace. Là, on était un peu comme des chauffeurs routiers de l'espace, quoi. Et il y avait un peu cette façon d'habiter ce vaisseau, de aussi avoir des discussions sur se plaindre de son salaire, des choses assez quotidiennes et triviales. Et donc, on a ouvert un peu l'espace. Ça n'était plus ce truc abstrait et intellectuel, et c'était un monde qu'on pouvait habiter. Alors, on a envie de savoir forcément comment vous êtes arrivé dans cette aventure. Parce que, avant Alien, je crois qu'on vous avait aperçu, mais comme une silhouette, dans le film de Woody Allen, Annie Hall, avec Diane Keaton, à qui nous pensons évidemment ce soir. Vous étiez une actrice de théâtre, vous jouiez au théâtre off-Broadway. Comment le scénario, tout simplement, comment le script est-il arrivé jusqu'à vous? Well, the script did not arrive to me. I was, I think, on a short list of young women for Ridley Scott to meet. There were Hollywood actresses like Faye Dunaway who were interested in playing Ripley. And the writers, producers had to really fight to have an unknown be the final survivor. They didn't do it really for feminist reasons. They did it because they thought no one will ever think that this girl was going to end up the lone survivor. So it was really to trick the audience and fool them.
I'm afraid that when I did read the script, if you don't know Giger's designs, it's hard to really fall in love with whatever this thing is. You could imagine a yellow blob or... So when I met Ridley, I was wearing these very high hooker boots because I thought, oh, it's science fiction. I can have some fun. I'm sorry. He said, what do you think of the script? I said, well, it was pretty bleak. And I saw the casting person over in the corner go. And I just kept on, you know, because I was an English major. I was like, you know, told him exactly what I thought. And thank goodness it was Ridley Scott, because he liked that. You know, he liked the fact that I had points of view. And so then he whipped out all these amazing designs of Carlo Rambaldi and Giger, and I realized I'd never ever seen anything that looked like this in a movie. And I began to get interested. Le script n'est pas exactement arrivé à moi. En fait, j'étais sur une sorte de shortlist d'actrices que Ridley Scott devait ou pouvait être amené à rencontrer justement pour le rôle. Mais il y avait des actrices hollywoodiennes confirmées à l'époque qui étaient intéressées, comme Faye Dunaway, j'ai su ça. Et les producteurs et scénaristes ont dû vraiment se battre pour que ce soit une inconnue qui soit la dernière survivante à la fin du film. Alors pas forcément pour des raisons très féministes, hein, mais plutôt parce qu'ils se disaient que personne n'allait se douter de qui serait la dernière personne à survivre sur le vaisseau, un peu pour tromper le public. J'ai lu le scénario, mais c'est vrai que sans les dessins de Giger, c'était difficile pour moi de tomber amoureuse de ce film et de son visuel, parce qu'on pourrait très bien imaginer un extraterrestre qui soit une sorte de grosse masse visqueuse jaune. Donc je me suis pointée au casting et pour rencontrer Ridley Scott, j'ai mis des grandes bottes parce que je me suis dit bah, c'est un film de SF, donc allons-y gaiement. Et quand il m'a demandé ce que j'avais pensé du scénario, j'ai dit bah ouais, c'est assez, c'est un peu glauque, c'est un peu... Et donc la directrice de casting a fait un peu des têtes. Mais moi, je suis restée sur mon idée, comme j'ai fait de la littérature américaine, anglaise, j'ai développé mon idée et il a bien aimé, c'était Ridley Scott, il a aimé que j'ai un avis là-dessus. Et là, il m'a sorti les dessins. Et donc là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on n'avait jamais vu ça au cinéma et là, ça m'a accroché vraiment. De la façon dont vous le racontez, ce qui est drôle, c'est qu'il a presque fallu vous convaincre de le faire. I know. You know, I had a funny attitude throughout the whole thing. I was a little mezzo-mezz. I was a little, you know, I was from the theater, and film was not really what I wanted to do, and I just took a while to get my head around it, and it wasn't until I really was sent over to audition in England, and Ridley, I was the only one who screen tested. He built this whole set for me, and we got to do a kind of run-through little scenes, and I thought, well, it's just like a play. So, I mean, you know, it's just going to be a little play, and I'll be doing it in this dark place. It's just like the theater. So then I thought, sort of, you know, spun my dial. Oui, c'est vrai qu'au début, j'ai eu une attitude presque un petit peu en retrait. Moi, je venais du théâtre et le cinéma, c'était pas forcément l'idée que je me faisais de ce que j'allais faire. J'ai mis un petit peu de temps à me faire à cette idée, ou en tout cas à me dire que c'est ça que j'allais faire. Et j'ai été la seule à passer le casting, enfin l'essai, le bout d'essai en Angleterre. Et il a construit un bout de décor pour que je puisse évoluer dedans. Et là, il m'a montré un peu comment les choses se passaient, et là je me suis dit, bah, en fait finalement c'est comme une pièce de théâtre, je vais tourner, enfin je vais jouer, au lieu que ce soit une scène de théâtre, ce serait une grande boîte noire, et donc finalement ça revenait au même pour moi. Est-ce qu'en lisant le scénario et au moment de ces essais, en voyant les dessins de la créature, mais surtout en lisant le scénario, est-ce que vous avez tout de suite été consciente de la nouveauté du film sur un personnage féminin, pour le dire simplement? C'est-à-dire que Ellen Ripley, dans l'équipage, n'est vraiment pas quelqu'un de fragile, ou quelqu'un de décoratif, ou quelqu'un qui est là pour faire joli,
ou être jolie. Il ne s'agit pas du tout de ça. Et donc ça va à l'encontre de tous les clichés qu'on pouvait avoir sur les actrices, sur les femmes, dans ce genre de film à l'époque. I was very aware of the cliches, with all the Bond girls in little tiny dresses and, you know, waiting for James Bond to save the day. But what I liked about this script, it was so kind of austere and straightforward. It was 10 little Indians, you know, you knock one off each time. And so I felt the characters were really solid. And I didn't feel like the lead. I mean, I felt like a member of the crew. I was with the crew every day, all day. The camera's always here. And I don't think it was till I saw the movie that I realized what you were saying, which is that amazingly, this girl was the survivor, and nothing. It just was a fact. It was dealt with very straightforwardly. She, you know, and I liked that. It was. We weren't making a statement. She just survived, and I thought that was very good. I like that. You know, it wasn't a political statement at all. It was just like, well, you know, it so happened that she survived, and the cat. J'avais fortement conscience des clichés véhiculés par certains types de films et puis également dans les James Bond, la Bond Girl. Mais ce que j'ai aimé dans ce film, justement, c'est cette austérité du dispositif, ce côté un petit peu jeu de massacre, hein, des petits nègres où ils sont tous dézingués un par un. Mais j'ai senti tout de suite les personnages très solides, mais j'ai pas senti que c'était elle forcément l'héroïne quand j'y étais sur le plateau. J'ai senti je faisais partie d'une équipe. C'est seulement quand j'ai vu le film que je me suis rendu compte un petit peu de ce que vous disiez. Hein. Mais c'est quelque chose on est mis dans le fait accompli. C'est-à-dire que c'est réglé de façon assez claire et simple. Voilà, c'est ce qui se passe, c'est ça, elle survit. Mais c'est fait sans affaîtrise, sans effet et surtout sans discours politique derrière. C'est juste, elle survit, c'est comme ça. Elle et puis le chat aussi. But I would just say that I appreciate the writers Walter Hill and David Giler, because I wasn't given a scene where I have to sort of, you know, burst into tears and cry a little bit and then get back up and go running around the ship. There was no scene like that. And in those days, the studios really wanted you to be sympathetic. And if you weren't sympathetic, they got very upset. And you couldn't just be a straight person surviving. So I think I was very lucky to be protected by Ridley Scott and the director, the writer-producers, because I think they had to fight for that. And luckily, there's so much happening that I think, you know, probably half the time the studio heads were looking away like this. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que les scénaristes Walter Hill et David Giler m'ont pas donné une scène où je dois fondre en larmes et craquer pour ensuite me relever. Il n'y a rien de tout ça dans ce film-là, alors qu'à l'époque c'était un peu ce que voulaient les studios. Ils voulaient que pour qu'on ait envie qu'un personnage survive, il fallait le rendre très sympathique, particulièrement un peu appuyé. Et j'ai été, je pense, protégée par Ridley Scott et par ces producteurs scénaristes qui se sont vraiment battus pour ça. Puis peut-être aussi qu'il se passe tellement de choses dans le film qu'en fait ils étaient trop occupés, les studios, à tourner la tête et qu'ils ont peut-être un peu raté la principale. Et il y a quelque chose en fait qui est très audacieux en revoyant le film ce soir. Je me disais, il n'y a pas la plus petite allusion à une histoire sentimentale ou sexuelle entre les personnages. Alors que c'est le cliché absolu. Si on met 5 hommes et 2 femmes, on va essayer à un moment de nous dire quelque chose, un tel a été avec une telle ou quelque chose. Là, il n'y a absolument rien, et c'est assez audacieux de la part des scénaristes et des producteurs. Well, there was a love scene, and they built a special chair for it, and between me and Dallas. And I can't remember when we got to it, but I said, Ridley,
what? We're gonna suddenly have sex right in the middle with this thing running around. We're gonna die. I wasn't really keen to do it. It seemed ridiculous to me. And I thought the momentum of the story couldn't really, I'm not sure we earned the right to have this little interlude, because I thought the power of the story was just this countdown. So, I mean, there was, and they built a special chair, and that was expensive, but, you know, it's probably sitting somewhere, but we didn't even get to rehearse it, you know. Alors il y avait une scène d'amour qui était prévue au programme. Ils ont même construit, fabriqué un fauteuil spécial, donc c'était une scène entre Dallas et moi. Je me suis tournée vers Ridley, je lui ai dit mais pourquoi vraiment avec ce truc qui court là et on va tous mourir, cette scène d'amour ça n'a aucun sens. Donc j'ai trouvé ça assez ridicule, donc j'étais pas vraiment enthousiaste. Et je trouvais que dans le film, il n'y a pas de moment où cette interlude se justifie, parce que l'histoire, elle est vraiment autour totalement de ce compte à rebours. Donc ils ont fabriqué ce fauteuil pour rien, je sais pas ce qui est arrivé à ce fauteuil, mais en tout cas cette scène finalement n'a même pas été répétée au bout du compte. Donc la scène n'a pas été tournée. No, but I can tell you what my line was. It was not romantic. I come in and I start taking off my uniform and I say, I need some relief. And I guess it was, you know, Dallas's little chair, and the chair was supposed to go back, and, you know, I don't know. So I also thought that line was pretty funny. Oui, non, ça n'a pas été tourné, mais ma réplique, c'est qu'ils étaient tous sauf romantiques. C'était genre, voilà, j'enlevais mon uniforme et je disais, bon, là j'ai besoin qu'on me soulage. Et voilà, et il avait son fauteuil qui était censé, je crois, un peu se partir en arrière. Donc c'était une scène ridicule, mais en revanche, ce qui est assez subtil, et j'ai lu beaucoup ça maintenant dans des analyses du film, c'est que quand le film sort, nous sommes en 1979. Donc aux États-Unis, ça va être Ronald Reagan, et en Angleterre, Margaret Thatcher. Je le dis pour les gens les plus jeunes dans la salle, c'est la première, ce qu'on appelle, maintenant il y en a une autre, mais c'est la première révolution conservatrice, réactionnaire. Et dans le film, vous êtes montré clairement, vous, l'équipage, comme des prolétaires de l'espace, des ouvriers de l'espace qui sont manipulés, en fait, par une compagnie qui ne songe évidemment qu'à faire le plus de bénéfices possible. Est-ce que ça aussi, c'était quelque chose qui était très perceptible quand vous avez lu le script et tourné le film? No, I think that's very, very true. Again, truckers in space, we are proles, we are just, you know, pawns for the company. And that theme continues through all of the sequels too. And it's still, unfortunately, very relevant. And so I love that about it, and I thought that was very timely. And I think it's one reason why we can always see ourselves in this world, because it's just equipment and us. And so in that sense, sometimes science fiction, because it's always in the future, it can continue to be relevant, because these problems for laborers haven't gone away, and the companies are still very corrupt. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a ce côté, justement, on est vraiment des prolos, on est des pions pour cette compagnie. D'ailleurs, c'est un thème qui est récurrent dans toutes les suites ensuite, hein, également. Donc, c'était très d'actualité, moi, ça m'a paru, et ça l'est toujours. On peut toujours se projeter dans ce genre de réalité. Et c'est ça qui est bien avec la science-fiction, c'est que ça continue à nous parler. Les problèmes dans le monde du travail sont les mêmes, et les grandes entreprises peuvent être corrompues de la même manière. Mais vous étiez quand même une très jeune actrice et une débutante au cinéma. Et donc on se dit, mais quand même, c'est un film qui a coûté cher, mais pas tellement cher. Je crois que ça a coûté 10 millions de dollars. Donc c'était un budget important, mais c'était pas un budget monstrueux. Comment vous vous êtes senti avec la machinerie du cinéma? C'est-à-dire avec tout d'un coup beaucoup de monde autour de vous,
des caméras, une pression, des journées de travail qui devaient être longues, parce que je pense que quand on tourne comme ça en studio, on peut commencer très tôt le matin et terminer très tard le soir. Et vraiment la jeune femme et la jeune actrice que vous étiez, comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous vous êtes senti tout de suite à l'aise avec ça? Ou quand même, est-ce que par rapport à votre travail au théâtre, qui devait être beaucoup plus cool, c'était quand même un peu dur? I'm afraid I didn't know anything. I know the first week, Ridley would say, stop looking in the camera. You keep looking right in the camera. And finally I said, I'd be quite happy not to look in the camera, but you keep putting it right in front of me. And then Dallas, Tom Skerritt explained that I could, if the camera was here, I don't look in the camera lens, I look, one side or the other. So every day I would learn the basics. And I was, it was not a huge crew. It was a very intimate experience. I think the other actors who were so much more experienced, were like, why? But I know that, for instance, because it was shot we didn't rehearse. Ridley didn't want to rehearse. We kind of rehearsed on film. So for me, from the theater, it was like, and everyone improvised. No one said the lines. It was pretty terrifying. I mean, we looked terrified and we were terrified because it was chaotic. But I think it works very well for the film. But I learned a lot. I know that a couple of the actors went up to Ridley and went, why her? Why the girl? It should be me, I'm this dude. And I think really what they wanted was for people to think that Kane, played by John Hurt, was the real hero. He's the real brave one. And he should be the survivor. But of course, he gets killed first. So they kept trying to surprise the audience. And so luckily, no one convinced Ridley that I know of. And so, everyone slowly died off and there I was at the end. C'est vrai que je connaissais vraiment rien au cinéma et les premiers jours, Ridley Scott me disait mais arrête de regarder face caméra et je disais j'aimerais bien mais tu me la mets en plein dans la tronche. Donc j'ai appris grâce à l'acteur qui jouait Dallas, Tom Skerritt, que en fait si la caméra était très près de moi je pouvais regarder un peu sur les côtés, donc j'ai vraiment appris les bases. C'était pas une grosse équipe, donc c'était une expérience assez resserrée. Et il n'y avait pas de répétition, ce qui pour moi venant du théâtre était absolument incroyable. C'était beaucoup d'improvisation, même les acteurs, même les répliques qu'ils avaient, ils les disaient pas. Donc, et c'était on a l'air terrifié à l'écran, mais on l'était vraiment parce que c'était une expérience assez chaotique. Et je sais que quelques acteurs sont allés voir un peu Ridley Scott pour dire mais pourquoi c'est elle à la fin, pourquoi ça devrait être moi je suis un gros gars, c'est moi le héros, et je sais qu'il y en avait qui voulaient que ce soit Kane, le personnage joué par John Hurt, qui soit le vrai héros et qui soit le dernier survivant, sauf que pas de bol, c'est lui qui meurt en premier. Et c'était une façon pour justement l'équipe de prendre le public un peu à contre-pied. Quelles étaient les relations entre vous? Parce que c'est vrai qu'on a envie de savoir. Vous étiez une petite troupe d'acteurs, vous étiez, comme vous le disiez tout à l'heure, le member of the crew, mais personne n'était une immense vedette. Ian Holm, bien sûr, était un peu connu. Pour les Français, quelqu'un comme Harry Dean Stanton, nous le connaissons parce que 5 ou 6 ans plus tard, il va faire Paris, Texas, de Wim Wenders, qui aura la Palme d'Or à Cannes. Là, il joue vraiment le plus prolétaire de tous les prolétaires. Donc, ce sont des acteurs qui étaient un peu connus, mais personne n'était vraiment une très grande vedette. Comment ce groupe travaillait-il ensemble? Well, I think, first of all, I think Ridley cast wonderful actors. I felt very lucky to be around such pros. As I said, it was kind of a free-for-all.
as we worked our way through the script. I know the first week, this is sort of a strange story, but we were doing the scene where we look for the cat. And I think there was there were 4 cats, 4 orange cats. And each one, I guess, was slightly different. You know, like one was like, and the other was maybe like to sleep. And, you know, all 4 were a bit different. There was one nice one. Anyway, this day when we were looking for the cat, I had to hold the cats a bit. And I had a lot of glycerin on my face. And we suddenly broke for lunch, and my face went on fire. I ran upstairs, and I looked in the mirror, and I realized that I was allergic to these cats. And I thought, oh my God, because I thought, honestly, and I mean this quite sincerely, I thought it was probably so hard for them to find these 4 cats that I'm going to get fired. It never occurred, I mean, and luckily I washed my face and it went away, and it was the glycerin, it wasn't the cat. But I was sure that between the cats and me, I would go home. Je me sens honorée d'être parmi une distribution, voilà, parce que Ridley Scott est quelqu'un qui choisit extrêmement bien ses acteurs, qui est toujours des personnes extrêmement professionnelles. Et c'est vrai que ce tournage était un tournage un peu fou, on était un peu comme des herbes folles, on nous laissait un peu comme ça batifoler un peu librement. Et alors une anecdote, c'est que la scène où on cherche le chat, il y avait en fait 4 chats différents. Chacun avait son petit caractère. Mais en tout cas, il y avait un moment où moi je dois pas mal porter ces chats, et j'avais pas mal de glycérine sur le visage. Et à un moment, pendant la pause déjeuner, je sens que vraiment j'ai une montée, j'ai l'impression que mon visage prend feu, et je me suis rendu compte que je faisais une crise d'allergie. Et tout de suite, j'ai paniqué en me disant, oh là là, c'est tellement dur pour eux de trouver ces chats que, en fait, entre eux et moi, c'est moi qui vais être virée, c'est pas les chats. Bon, heureusement, finalement, il se trouve que c'était plutôt une allergie de contact à la glycérine, mais vraiment, ça m'est même pas venu à l'esprit que c'est moi qui allais être gardée. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne faisiez pas de répétition, ce qui vous étonnait beaucoup, parce que vous veniez du théâtre, hein, mais que parfois vous improvisiez. Alors, on a envie de vous poser la question, parce que vous êtes new-yorkaise, vous êtes une actrice new-yorkaise, donc on se dit, elle a forcément tâté de la méthode de l'acteur studio. Quelle est votre formation théâtrale ? Comment vous la définiriez Et ensuite, au cinéma, est-ce que ça vous a été utile ? Parce que c'est une interprétation. Et pour que ça soit une interprétation, il faut que nous ressentions la peur que vous ressentez. Donc c'est un énorme travail d'actrice. Donc j'aimerais savoir quelle est vraiment votre formation de comédienne. Well, I did go to a drama school where we studied lots of plays, and we also studied a very formal way of breaking down a script. And what I found when I started this film was that none of that was very helpful. Like, you would have to write down a prop and when you were going to pick it up, you know, I mean, it's nonsense. So what I found was the first week, I was sort of a buddy with Ian Holm. I mean, he was sort of my best friend on the film. And I said to him, the first week, I said, do you think that Ripley thinks that what she's doing, you know, keeping Kane out, all these, do you think she thinks what she's doing is right? Does she have confidence in what she's doing? And he said, yes, I think she really does. And I said, I don't think she has any idea. I think she's just flying by the seat of her pants. It's all an improvisation, and no one knows what's going to happen. And I think that decision, because it was also true of me, helped me very much. I came into each scene listening, looking, smelling, hearing, just using all of my senses, I think is what you do when you're in danger like that.
And I feel what I felt for the whole thing was this journey from things being a certain way by the book and things being completely instinctive and like an animal. So that was sort of the course of it. And there was certainly no intellectual way to look at it. So no method, except that perhaps I was also trying to survive. And so I think that energy, that fear I probably had, although, you know, except for the cats, I wasn't afraid of being fired, but, you know, I certainly felt like I didn't know any answers. And I just had to keep going, even though I didn't have any confidence. So I think that was you know, it happened that way, and that was also a good choice. Does that answer your question? J'ai fait une école de théâtre où on étudie des textes et on a aussi appris à un petit peu décortiquer un scénario. Et en fait, je me suis rendu compte dans la pratique que c'était pas le plus utile de savoir à quel moment on devait prendre tel accessoire. Et la première semaine sur le plateau, j'étais devenue assez copine avec Ian Holm et je lui ai demandé, est-ce que tu crois que Ripley, dans toutes ses décisions, les choix qu'elle fait, elle pense bien faire, par exemple le fait de laisser Kane, de ne pas le faire entrer. Est-ce qu'elle a vraiment confiance dans ses choix? Il m'a dit oui, je pense que oui. Et là, il y a un déclic en moi et je me suis dit, non, moi je crois vraiment qu'en fait elle a aucune idée, qu'elle navigue complètement à vue et qu'elle improvise, et comme tout le monde, puisque personne ne sait exactement ce qui va se passer. Et je crois que ce choix que j'ai fait finalement de mon personnage qui ne savait pas où il allait, qui était un peu aussi mon cas en tant qu'actrice, ça m'a beaucoup aidée et ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'écoute, d'être à l'écoute de tous mes sens, visuels, des odeurs. Et c'est ce qui se passe quand on est en danger, je crois. C'est ça que l'on fait. Et j'ai ressenti ce cheminement en moi, en tant qu'actrice, de quelque chose qui était très scolaire vers le plus instinctif et le plus animal possible au bout du compte. Il n'y a certainement pas de démarche intellectuelle pour moi dans ce travail-là que j'ai fait. Rien du tout de l'ordre de l'acteur studio. Si ce n'est que, en fait, moi-même j'étais un peu en mode survie et que je n'avais pas de réponse. Donc peut-être que, voilà, et simplement j'avançais sans avoir la confiance, mais j'ai décidé d'avancer quand même. Mais ça, c'est effectivement ce qu'on ressent à l'écran. Ce mélange de forces, c'est-à-dire que c'est vraiment une force qui va. Elle veut survivre et en même temps, elle est vulnérable absolument tout le temps. C'est quelque chose dont vous avez beaucoup discuté avec Ridley Scott sur le plateau. C'est quelque chose qui vous a demandé ou c'est quelque chose qui vient de vous, que vous avez trouvé toute seule? Well, Ridley and I did talk sometimes, but he was very busy with the camera. And I'm not sure how comfortable Ridley was with actors then. So he wasn't that kind of director. What he would usually say is, I don't fucking believe it. And then you do it again. And so I remember, I would say, when the scene with Ian Holm, when I pick him up and I throw him into the computer, we rehearsed that. And he said, I don't fucking believe it. And then he picked up Ian and threw him across the room, and I went, oh, okay. So I did that. So I think what Ridley was always trying to communicate was that he had to believe it. It had to be from the gut. It had to, you know, we had to dig deep and just let ourselves go and you know, not hurt each other. But you know, we never even went near this idea of sentimentality. That was simply not in this world. There was no time, and I loved that. I didn't feel that any of the actors were sentimental. Even Veronica, who actually her part was very funny in the script. She would crack jokes all the time, and then broke. But she and Ridley decided to make her much more high-strung. I think it works very well. But it was all very
gosh, oh God, I'm very articulate, even in English. But it was all these strong emotions that come out of nowhere. You know, there was no intellectualization of anything. And I think that's what I mean when we were like the crew and the cast. It was all one huge experience, one huge visceral experience. And I think that probably conveys to the audience the danger and the not knowing. I think the thing I like the best is it was even hard to hear people. And so that's like real life. You're like, what'd they say? You know, you never had any certainty of what would happen next. We knew the thing would come out of his chest, but we certainly did not know that it would happen, that first of all, that John Hurt would break our hearts by dying in front of us. And then the next thing you knew, this thing jumped out. This was no CGI. The special effects guys were underneath the table with little things, you know, things to make blood, and I don't know what they were doing. There were, you know, like 10 of them, and they looked like they were just fixing a car, and all of a sudden this thing came out, and it went, and there's a shot where all of us go like this, and that is almost a master, and that was the only one we did, and we are all in shock because we couldn't believe that what just happened. This thing jumped out of John and ran away, and we were in shock. Avec Ridley Scott, on discutait, mais je le sentais plus occupé avec évidemment tout ce qui était l'image. Peut-être qu'aussi à l'époque, il n'était pas aussi à l'aise avec les acteurs. Simplement, son critère, c'était quand il n'aimait pas une scène, il disait bah non, merde, j'y crois pas. Et à chaque fois, on y revenait parce que s'il n'y croyait pas, il fallait vraiment la refaire. Et quand moi je jette à un moment le personnage de Ian Holm vers l'ordinateur, vers la console, là pareil, il a dit couper, non merde, j'y crois pas. Et donc lui-même a montré le geste, il l'a jeté lui-même. Et ah oui, d'accord, j'ai compris la violence qu'il fallait y mettre. Avec lui, ce qui était important, voilà, c'était de faire comprendre au public, de faire passer, que ce soit crédible et que ça vienne vraiment des tripes, qu'il fallait qu'on creuse vraiment au plus profond de nous-mêmes. Mais donc, il n'y avait pas de réflexion sentimentale, on n'avait pas le temps, on n'était pas dans cette démarche-là. Même le personnage que jouait Véronica, donc le personnage de Lambert, au départ c'était un personnage assez drôle, elle faisait des blagues et finalement elle était plus tenue au bout du compte, plus sérieuse et ça fonctionne assez bien. Donc on vivait des émotions fortes et on faisait passer des émotions fortes mais sans aucune intellectualisation. Et on était vraiment comme l'équipe technique dans une expérience assez viscérale et on ressentait vraiment ce danger. Et on avait vraiment, au niveau concret, on avait du mal à s'entendre parfois dans les scènes, on n'avait aucune certitude du déroulement précis de certaines scènes. Et quand on voit déjà le personnage de John Hurt qui meurt devant nous, c'était déjà très fort. Et ensuite, on voit ce truc qui sort de sa poitrine. Il n'y avait pas du tout d'effet numérique, c'était des mecs en dessous qui trituraient comme ils auraient trituré une bagnole. Et donc vraiment, quand à un moment on nous voit tous tourner la tête comme ça, c'était en plus un plan séquence qu'on n'a pas refait. Et donc là, vraiment, cette expression de choc qu'on nous voit avoir, c'est vraiment notre vrai choc de voir vraiment ce qui se passe, une vraie réaction. Parce que bien sûr, il y a eu le tournage avec vous, les acteurs, mais ensuite, j'imagine que beaucoup d'effets spéciaux ont été rajoutés après. Non, ça a été fait en même temps. Je me suis toujours posé la question. Ils ont ajouté les choses visuelles, probablement pour la planète et les choses. Ils ont fait les choses comme Ridley a mis les enfants dans les uniforms so that they would look smaller against the space jockey. So honestly, I think, except for the miniatures, nothing was added later. In fact, we couldn't finish filming because Ridley couldn't figure out how to kill the alien, how to make it, look like it was being destroyed. And so we spent a couple of days, wondering how to do this, and then they decided to try water, and the water makes it look like it's kind of being destroyed. But it was, honestly, a lot of improvisation was going on.
I love the special effects team. They were remarkable. They did it, as I said, like they were fixing a car. And, you know, the Brits are an amazing group, and they were all so much fun, and they made me an honorary member of the team, which I was very proud of. But they would also do awful things, you know, like when I was up, I had to be up in this space capsule for a few days, and one day they left me there for lunch. And then another time, I said I needed some water, so they piped in some rum. You know, the English, they love jokes. But it was all in good fun, you know, it was all, you know, by it was at the end, so, you know, it was... Oui, donc en fait non, à part les vues sur les planètes et peut-être aussi le fait d'avoir mis des enfants dans des uniformes pour qu'ils fassent tout petits à côté des ingénieurs. Donc à part ce type de miniature, il y a vraiment rien n'a été refait après. Et à la fin, il y avait encore une fois beaucoup d'improvisation parce qu'ils ont eu du mal à savoir, à concevoir comment ils allaient figurer le fait que l'extraterrestre était détruit. Et pendant 2 jours, ils se sont un petit peu demandé, et finalement c'est l'eau, ils se sont dit qu'avec l'eau, l'effet que fait l'eau donne une impression de décomposition de l'alien à la fin. Et encore une fois, voilà, les types des effets spéciaux étaient un peu comme des mécaniciens, vraiment. C'était une équipe d'anglais, et ils m'ont vraiment prise un peu sous leur aile, ce qui était très sympa. Ils m'ont aussi fait un peu des sales blagues. Ils m'ont laissé dans une capsule un peu perchée, ils m'ont laissé là un petit peu longtemps. Et une fois où je demandais de l'eau, en fait, ils m'ont envoyé du rhum. Mais tout ça a été très bon enfant, et c'était vers la fin du tournage, on était tous une bonne équipe. Et quand vous avez découvert le film fini, est-ce que vous vous êtes dit waouh, ça peut marcher, ou quand même le succès, même l'incroyable succès, parce que personne ne pensait que le film allait marcher à ce point-là, ça vous a quand même surpris? Oui, je suis choquée parce que c'est très différent d'avoir l'expérience dans le film. Je pense que le editing, c'est incroyable. Et le son, I think it might have won an Oscar. All these elements were so powerful. And I think I was just watching it, you know, like that. I think no one knew how successful it would be. And, but I knew the kind of work that Ridley did. And so, in that sense, I wasn't surprised. I felt he'd made an amazing film, a very visceral, you know, experience for the audience, and a great date film, as they call it. But I think what I'm surprised about is how it has continued to attract audiences. That makes me happy. And again, I feel it's very much Ridley's very innovative work, and the kind of unpretentious film that it is. Disons que je trouve que je suis pas étonnée, mais c'est vrai que personne n'avait imaginé un tel succès. Moi, je pense que aussi au niveau de la fabrication du film, c'est assez extraordinaire ce qui a été fait au niveau du son. Ça aurait dû remporter plus d'Oscars, et pour le montage aussi a joué un rôle très important. Moi qui connaissais le travail de Ridley, j'ai pas été étonnée. Je sentais qu'il avait fait un bon film, que c'était une expérience assez viscérale, un film de rencard, hein, comme on disait. Et par contre, je suis étonnée que ça ait continué au fil des années à attirer de nouveaux publics. Mais ça, c'est vraiment l'esprit très novateur de Ridley, et aussi le film est vraiment sans prétention. Alors, c'est toujours une question un peu compliquée à poser, mais pour vous, ça s'est très bien passé. Donc on peut vous la poser. Quand est-ce que vous avez compris que votre vie allait changer? Parce que, vous le dites très bien, vous jouiez au théâtre off-Broadway. Pour vous, tourner Alien, c'était off-Broadway. Oui, voilà. C'était une expérience. Et vous vous disiez pendant tout le tournage, bon, après je retourne au théâtre. Ce n'est pas exactement ça qui s'est passé. Donc, ça,
Oui, j'ai envie de vous dire comment vous l'avez vécu, c'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est vrai que vous êtes devenu une énorme star et que vous n'êtes pas retourné au théâtre avec vos copains à Off-Broadway, mais vous avez fait autre chose. Comment vous avez vécu ce changement de vie quand même assez radical et qui peut même, parfois, on le sait, hélas, dans l'histoire du cinéma, être assez dangereux? I was quite ambivalent. I turned down most interviews. I didn't want to be on the cover of magazines. I went back to the theater for 2 or 3 years. I would say that part of the problem for me was that when you do a play, you are part of an ensemble. And you go out after the play every night and you have a drink, and it's like a family. Filming is not the same. You know, we were all very friendly, but everyone at the end of the day, Tom Skerritt went back to his wife, and I think she was expecting a child, and you know, Veronica had a boyfriend. You know, everyone was, and I would go back to my apartment and sort of sit there and go, what's tomorrow? So I missed the camaraderie of the theater, and I didn't really, as much as I thought it was exciting, it didn't make me want to have a life in film. It wasn't until I worked with Peter Weir, actually, a couple of films later, that I fell in love with film. I fell in love with working out of order, chronological order. I fell in love with the chaos. I really started to dig it, you know, and now I really loved it more than theater. But I was very ambivalent, and I turned down everything. I was very, it's not that I didn't feel very fortunate. I did. I was proud of the film, but I was very shy. And I just, it wasn't until I did Ghostbusters, I finally thought, okay, I think I can deal with people coming up to me. I'm still not very good at it, though. You know, I'm like, why me, you know? J'étais assez ambivalente juste après avoir tourné ce film-là. J'ai refusé d'ailleurs beaucoup d'interviews et d'être en couverture de magazines. Je suis retournée au théâtre pendant 2-3 ans. Ce que j'aime quand on est dans une pièce, c'est qu'on est vraiment une troupe et que le soir, après les représentations, on sort tous ensemble boire des coups, on est vraiment comme une famille. Un tournage, c'est quand même très différent, même si on a des rapports amicaux avec les personnes avec qui l'on travaille. Mais le soir, chacun rentrait chez soi, que ce soit Tom Skerritt avec sa femme, et je crois qu'elle était enceinte à l'époque, Véronica elle avait un petit ami. Et moi, je rentrais chez moi dans mon appartement à me demander, bon alors et demain, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait? Et ça me manquait cet esprit de camaraderie qu'on a au théâtre. Pas forcément, du coup, ça m'a pas forcément donné envie de continuer dans le cinéma. C'est seulement 2 ans après, 2-3 ans après, quand j'ai tourné avec Peter Weir, que j'ai pris goût à ça, à cette ambiance, que j'ai aussi réussi à me faire à l'idée de ne pas tourner dans l'ordre chronologique. Maintenant, évidemment, j'adore ça, et même peut-être encore plus que le théâtre. À l'époque, c'est pas que je m'estimais pas heureuse d'être là où j'étais, mais j'étais quelqu'un d'assez timide, et finalement j'ai mis du temps à m'y faire, et c'est seulement au moment des SOS fantômes que je me suis dit bon ok, maintenant j'ai réussi, j'ai accepté le fait qu'on vienne m'aborder, même si même aujourd'hui encore, il y a toujours une partie de moi qui se demande mais pourquoi moi. Alors vous m'avez très bien répondu, parce que le film d'après, c'est L'année de tous les dangers, de Peter Weir, avec Mel Gibson, avec Helen Hunt. C'est un film formidable d'ailleurs. Mais donc il vous a fallu tout ce temps d'acclimatation. Et puis il y a une autre question, alors je vais laisser la salle vous poser des questions là-dessus, parce qu'à mon avis il y en aura. C'est que vous n'aviez pas prévu, mais vraiment pas prévu, que Alien allait devenir une franchise. Et d'ailleurs, non. Et d'ailleurs le mot n'existait pas. Le mot n'existait pas. Voilà. Ce n'est pas cool. Les sequels, non. Voilà. Donc le mot franchise n'existait pas. Et vous considériez que la suite de quelque chose était forcément un film débile. Un peu. Et Billy Wilder, qui était très drôle, disait, vous savez, moi je travaillais à Hollywood à une époque où les films n'étaient pas numérotés. C'est pas mal. Donc la question c'est, quand est-ce que vous vous êtes fait à cette idée? C'est-à-dire que Ellen Ripley allait continuer à vivre, qu'il allait avoir une suite à Alien, que vous deviez
peut-être le faire. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Enfin, comment vous avez accepté finalement cette idée de suite et de franchise? I understand. Miracle. Je suis en France, je suis en train de tourner avec Georges Depardieu, avec Dan Ovine. Nous sommes été assistants, beaucoup de pluie, and I am sent this script called Aliens. I know nothing about it. I don't know anything about Jim Cameron. Fox has not mentioned anything to me. I'm sent the script, and Ripley is on every single page. And it is the most beautifully structured script, with a real beginning, middle, and end for her, and all this humor and all this action. And I was knocked out, and I thought, someone might have mentioned this to me. And so then I ended up meeting Jim, who was very kind. He said, you know, what do you think? Do you have any suggestions? I was like, no, it's perfect. But so I didn't even think about such a thing until I read Jim Cameron's script, and it was his idea, I think. I think he and the producers, Walter and David, were talking about something else. And anyway, this Alien, you know, sequel kind of came up, and I think that Jim wrote it, and that was that. No, as soon as I read it, I went, wow. I mean, I just thought it was almost like an opera. It was so huge. It was really an amazing tour de force for the character and just the whole world. So, you know, I had to do it. J'étais donc en France en train de tourner, et c'est là qu'on m'envoie donc le scénario de Aliens, le retour. Et moi je n'avais pas du tout connaissance de ce scénario, ni de James Cameron. La fois tu m'en avais absolument pas parlé. Et je feuillette le scénario et je vois que Ripley est à chaque page. Et c'est un scénario en plus magnifiquement structuré, avec de l'humour, de l'action. Vraiment, ça m'a renversée. Et je dis, ils auraient quand même pu m'en parler, du fait qu'il pourrait y avoir une suite. Et quand j'ai rencontré James Cameron, il a été adorable. Il m'a demandé ce que j'en pensais, si j'avais des remarques. Et je dis, non, c'est absolument parfait. Mais jusque-là, ça ne m'avait pas effleuré qu'il puisse y avoir une suite. D'ailleurs, je crois que Walter et David... les scénaristes étaient sur autre chose, et puis finalement donc, cette idée-là est arrivée, et James Cameron a écrit, et quand je l'ai lu, j'ai vraiment trouvé que ça avait l'ampleur vraiment d'un opéra, que c'était un véritable tour de force, et ça a développé cet univers, donc vraiment il fallait que je le fasse. Là, il y a quelqu'un qui est important dans cette histoire, c'est Walter Hill, qui est votre ami, je crois, et qui est cinéaste, mais aussi producteur. Est-ce que c'est aussi à cause de votre amitié à tous les deux, que finalement, tout en faisant plein d'autres choses dans votre carrière et en tournant avec plein de metteurs en scène différents, vous êtes revenu à Ripley? C'est-à-dire que finalement, vous en avez fait 4, avec des metteurs en scène très différents, mais très talentueux. Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet. Mais Ripley, c'est vrai, est revenu. Vous êtes revenu à elle. Est-ce que c'est lié au personnage, ou est-ce que c'est aussi lié à cette amitié très forte qui vous lie à Walter Hill? Well, I am friends with Walter and David, but I think Fox always wanted to carry on. The audience seemed to want more. I was very excited that they would pick someone like David Fincher. We didn't have a great script, and really it would have been more fair to Fincher to give him the time to develop his own script. But Walter and David always had a very good idea for the world and knew what it wasn't. And so I think I wish they'd had more power to keep the scripts that good. But in any case, it was interesting for me to continue to play the character.
I am not like Ripley. But I like to visit with her. I based her on a very good friend of mine who's still very Ripley-like. But anyway, it was nice to come back every 5 years, you know, having done lots of other things, and see where we were, and see what this brilliant next director wanted to do with it. And we were supposed to do a 5th one when we did the 4th one, and I said, let's, you know, that's the wrong idea. Let's not just turn these out, you know. And also I'd heard that, you know, they'd made Alien versus Predator, which was why I died in Fincher's film. I haven't seen them, maybe they're wonderful. But I thought, well, you know, I'm sorry, but you have a great franchise and you're doing what? So that put me off, I must say. On était amis, mais c'est vraiment parce que aussi la Fox avait envie de continuer cette saga, elle sentait un désir du public. Sur le Fincher, le scénario était peut-être pas super, et je trouve que ça aurait été mieux de laisser à David Fincher le temps de développer vraiment lui-même le scénario. Mais en tout cas, Walter avait toujours une excellente idée, il avait un cap sur ce qu'était cet univers et ce qu'il n'était pas. Et moi, je l'ai aimé, ça m'a intéressé de continuer, même si je ne suis pas Ripley, je ne suis pas comme elle, et je me suis plutôt inspirée d'une amie à moi pour ce personnage. Et j'ai aimé y revenir tous les 4-5 ans pour faire un point, voir où on en était. Est-ce qu'un nouveau réalisateur allait en faire? Il a été question d'en faire un 5e dans la foulée, mais moi je voulais pas justement que ça devienne trop quelque chose de systématique. Bon, après il y a eu Alien versus Predator, moi je leur ai dit, vous faites ça de cette saga, j'avoue que ça m'a un petit peu repoussé. Vous pouvez d'ores et déjà lever la main et préparer vos questions, voilà, comme ça on ne perdra pas de temps. Un dernier mot, Sigourney Weaver, à propos de vos amis. Vous avez déclaré « Tout était écrit comme si le personnage principal était un homme, et il n'y avait pas la scène convenue où la fille se met à sangloter parce qu'elle a peur. » Walter et David ont apporté une grande bouffée d'air frais avec cette démarche. Ils étaient féministes de nature. Et je ne parle pas ici d'un féminisme théorique, ils voyaient tout simplement le rôle de cette manière. Voilà. Et je voulais, c'est vous qui avez déclaré ça, pour leur rendre hommage, mais c'est vrai que maintenant ça serait presque naturel, ça serait sûrement beaucoup plus facile, mais à l'époque, c'était quand même très nouveau. Yes, I mean, the original script was 10 men, and the main thing they took from it was the chest burster, but they very quickly decided, you know, to make it a co-ed world like our world, and it was, you know, I'm very grateful to Walter and David and Ridley, because they loved women, they loved strong women, but they weren't. It was just sort of the truth. The truth is that women are strong, and they wanted to reflect that. But it wasn't a political statement. It was just, you know, how they see the world. So, and they've all gone on, and so has Jim, to have so many strong women characters. Oui, au départ, c'était vraiment centré autour de 10 hommes, mais justement, je suis très reconnaissante à cette équipe et à Walter et à Ridley d'avoir aimé les personnages de femmes fortes, mais pas, encore une fois, pas avec un discours politique derrière. Ça reflétait, eux, la vision du monde qu'ils avaient, la vision des femmes qu'eux, ils avaient réellement. Donc, c'était simplement une vérité à retranscrire. Et tous, d'ailleurs, James Cameron et autres, ils ont tous continué dans leur carrière à avoir des personnages féminins très forts. À vous. Oui, bonsoir. Merci d'être ici. C'est vraiment passionnant de vous écouter parler voilà, ici, de votre carrière et de... Here, right here. May I speak in French or... Yeah.
Plutôt en français. Ouais. En fait, je voulais vous poser une question par rapport à votre style de jeu. C'est-à-dire comment est-ce que vous décririez votre style de jeu? Parce que là, on a parlé de votre style dans Alien, mais est-ce que vous diriez que votre style a évolué au fur et à mesure de votre carrière? Si oui, pourquoi? Et est-ce que, on a parlé du théâtre tout à l'heure, de vos débuts au théâtre, est-ce que voilà, cette formation au théâtre, ou en tout cas ce début de carrière au théâtre, vous a ensuite influencé dans la façon d'envisager le jeu au cinéma? Merci. The training at drama school is not helpful, but what was helpful was to go back and forth between the theater and film. In theater, they often want you to make things quite big. And what I realized working in film was if you really have it inside and it's really happening, that it communicates to the last row. And so I think more and more, I would say the biggest evolution for me was I wasn't very confident because at drama school they told me I'd have no talent and I wouldn't get anywhere. So I got more and more confident in my career, and I always liked taking chances, and so I think as I got more brave, I also got more confident, and I began to realize that I was actually a very instinctive actress, and that if I get caught up with what prop to pull, if I start overthinking something, it doesn't work for me. It may work for other actors. So I think I'm now probably a better actor than I've ever been, and I'm very grateful to continue to have opportunities because I feel like, I finally feel like I know what I'm doing. Non, l'école de théâtre m'a pas vraiment aidée. Ce qui m'a aidée, en revanche, c'est de faire des allers-retours pas mal entre le cinéma et le théâtre. Au théâtre, on m'avait appris à plutôt en faire beaucoup, alors qu'au cinéma, j'ai compris au fur et à mesure que si on a les choses dans les tripes en soi, on arrive à faire passer quelque chose et jusqu'au dernier rang de la salle de cinéma. Donc ça, c'était ma plus grande évolution, avec aussi le fait que j'avais aucune confiance en moi quand j'étais en école d'art dramatique pour le théâtre, parce que dans le théâtre, on me disait que j'avais pas de talent et que je n'irais jamais nulle part. Donc petit à petit, j'ai réussi à développer une certaine confiance en moi et surtout, j'ai toujours aimé prendre des risques dans mes rôles. Et petit à petit, ça m'a permis de m'enhardir un petit peu. Et je me suis rendu compte que j'étais en fait une actrice extrêmement intuitive. Et que, en fin de compte, trop réfléchir à où j'allais mettre et prendre les choses, ça ne me convenait pas à moi en tout cas. Et je pense que je suis aujourd'hui meilleure que je n'ai jamais été. C'est pour ça que je me sens extrêmement encore chanceuse d'avoir encore des rôles. Parce que enfin, je commence à savoir ce que je fais. Bonsoir, merci d'être encore là ce soir. Vous avez mentionné le chat à plusieurs reprises. Je me demandais si vous connaissiez la BD Jonesy, qui retrace le point de vue du chat dans Alien et le fait que vous travailliez la caisse et vous la maltraitiez un peu partout. Et malheureusement, il n'y a pas de tome 2 parce que vous abandonnez le chat dans Aliens au début. No, I don't know about it. He'll be delighted to have his own comic book. En tout cas, le chat serait ravi de savoir qu'il a sa BD. Bonsoir. Je suis une fan absolue des 4 films Alien dans lesquels vous jouez. Je voulais vous remercier pour la délicatesse de votre jeu, pour la sensibilité que vous apportez au personnage de Ripley. J'ai une admiration, je pense, sans borne pour ce que vous faites de ce personnage et la manière dont vous le faites évoluer. C'est extrêmement émouvant pour moi de vous voir là ce soir. Je voulais vous remercier vraiment d'être là. Et je pense que j'ai vu les 4 films à peu près une 50aine de fois. Merci encore. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.
J'avais une question. Vous parliez tout à l'heure de théâtre. Et je voulais savoir ce que ça vous a fait de jouer pendant à peu près un mois Prospero à Londres. Et puis ensuite, dans la même lignée, qu'est-ce que ça vous a fait de jouer dans Les Fleurs Sauvages, un rôle que vous avez pu tenir sur quand même plusieurs épisodes. Et donc voilà, cette continuité dans les rôles et ce travail-là. I jumped at the chance to do The Tempest in London with Jamie Lloyd and our wonderful company. I feel like Prospero is a very good role for a woman because she's been wronged and she has the opportunity to take revenge. So I loved every night. I felt like I was taking revenge for every single woman in the audience. You know, no matter what it is, whether it's just, not being listened to in your job or whatever, being dismissed in any way, the way our culture is sometimes set up, I just felt like I was on a big wave of expressing that righteous anger and turning the tables on my wicked brother. But I must say that I've done a few mini-series, and you get a longer story, which I think is very challenging sometimes to get, 8 good scripts, frankly. I think that's the hardest part, but I've really enjoyed all the roles I've had, all the countries I've gotten to work with, and all the crews I've gotten to work with. I've had just the most amazing time, and especially in France. Oui, j'ai sauté sur l'occasion de jouer ce rôle dans La Tempête avec James Lloyd, parce que Prospero pour moi est vraiment un super rôle féminin d'une femme trompée qui prend sa revanche, et donc tous les soirs sur scène j'avais l'impression de prendre ma revanche, ou de prendre une revanche pour toutes les femmes du public, quel que soit le tort qui pouvait leur être fait, parce que dans notre société, régulièrement, si les femmes ne se sentent même pas écoutées au travail, par exemple, ou rabaissées, comme ça arrive souvent dans nos sociétés, et donc j'ai surfé cette vague un peu d'expression d'une colère et d'un côté un peu justicier qui m'a beaucoup plu. J'ai joué dans des mini-séries, et c'est intéressant de pouvoir développer un personnage sur une histoire un petit peu plus longue, la difficulté étant parfois que ça tienne la route à l'écriture, ce qui est le plus délicat. Mais en tout cas, j'ai aimé tous les rôles que j'ai joués, et les pays dans lesquels je les ai faits, ou avec lesquels je les ai faits, et les équipes, mais évidemment surtout en France. Hello, that's an honor. Where are you? I'm here. Oh, okay. Vous nous avez dit que le projet Alien vs Predator ne vous a pas beaucoup intéressé. Cependant, quelques années plus tard, il y a un autre projet avorté, sans mauvais jeu de mots, qui vous a apporté un petit peu plus d'intérêt, celui de Neil Blomkamp. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Yes, well, I think like many of us, I was a big admirer of Neil. His movie was so striking. And I worked with him on a movie called, what was it called, Josh? Chappie. Yes, and I loved working with Neil. And he had this idea of bringing Ripley and Newt back. It was a wonderful script, and unfortunately, it was at that point, I think, that Ridley Scott decided to be very possessive about the series and really drill down on his prequels. And so I think it was a disaster for that project. We were never able to. I think Neil, in fact, just gave up. And he's so talented. I wish him all the best. I am
I am actually, Walter Hill has written about 50 pages, maybe by now he's written more, about where Ripley might be now. And although I've never particularly wanted to go back to the series, there's something about her experience being sidelined now, probably by this society, by this company, by this world, and being probably around 200 years old, but still Ripley, and that's, presumably these, there are problems still out there. So I'm going to see what happens with Walter's script. It would not be like what we've seen tonight. It would not be Ripley running around through air shafts. It would be a very different kind of story. On the other hand, I loved Alien Earth. I thought it was remarkable, so interesting, terrifying about our world, and yet you could understand, you can imagine a world where each tech bro owns a planet. It's not that far from where America is now. So I'm glad to see that Alien has legs, as they say in the business, and I think it's a very interesting time for the series. Oui, j'étais très admiratrice de Neil Blomkamp. On avait tourné un film ensemble qui s'appelait Chappie, et il avait eu l'idée, effectivement, de faire revenir Ripley et Newt. Le scénario était vraiment excellent, mais c'est le moment où Ridley Scott est redevenu un petit peu possessif avec la saga et qu'il a eu envie un petit peu de mettre le frein sur les préquels. Donc malheureusement, c'est le sort de ce projet, et je crois que Neil a baissé les bras, malheureusement. En revanche, Walter Hill a écrit une 50aine de pages, peut-être un petit peu plus maintenant, d'un scénario qui donne un petit peu des nouvelles de Ripley, qui explique où en est Ripley aujourd'hui, enfin en tout cas plus tard. Moi qui n'avais pas forcément envie d'y revenir à ce personnage, l'expérience, disons, l'idée de revisiter l'expérience de cette femme qui se retrouve mise un peu sur la touche, elle est un peu au banc là, du monde et de la compagnie, là, âgée d'à peu près de 200 ans, et des problèmes qui sont liés à tout ça. Je suis assez curieuse de voir ce que ça pourrait donner, donc attendons de voir ce que le scénario pourra donner, même si ce ne sera plus du tout la même chose, ce ne sera pas du tout comme ce film où on la voit qui court partout. Mais voilà, j'ai aussi adoré la série Alien Earth, et je trouve ça très intéressant. Je trouve que ça marche très très bien dans l'horreur, enfin dans la façon dont c'est terrifiant. Et finalement, ça n'est pas si éloigné d'un certain état des lieux des États-Unis où le premier type un peu riche qui bosse dans la tech va s'approprier une planète. Donc il y a des choses intéressantes à en dire. C'est une époque intéressante, disons, pour ce type de film et de projet. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu en tout cas. Donc vous avez commencé avec la SF, avec Alien, et vous avez eu l'occasion de faire plein d'autres films de SF et de fantastique. Du coup, je voulais savoir comment vous avez vécu l'évolution technique des effets spéciaux et comment vous avez vécu notamment les conditions de tournage qui ont évolué durant toute votre carrière. I much prefer not having CGI. I think it's very hard for the actors because you're just imagining this, you don't even know what the proportions are, how far away you should be, because you can't really imagine it. So one of the things I liked about Alien Earth was that Noah uses real effects right there. And I feel very lucky, I don't think I'm so good an actor that I can imagine, as they do in Star Wars, these things right in front of me. I need more help. I know when I worked with Roman, when I had to when things had to happen, he would shoot a gun off or something like that. A good director will always give you something to react to that's real. And I think that's very important. I do think CGI has gotten better, but I do appreciate something real as an audience member and certainly as an actor.
En fait, je préfère largement quand il n'y a pas d'effets spéciaux numériques, parce que c'est toujours plus difficile quand on joue d'imaginer ce qui se passe quand on n'a pas d'ordre de grandeur, des distances et des proportions, par exemple. Je sais que sur ce que j'ai apprécié sur Alien Earth, c'est que je sais que les acteurs, notamment Noah Wyle, travaillent vraiment avec des vrais effets concrets. Moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire comme ça, imaginer. J'ai besoin d'un appui. Et par exemple, les bons réalisateurs savent nous apporter ça de façon concrète dans certaines scènes que je tournais avec Roman Polanski, quand il y avait besoin comme ça d'une tension ou de quelque chose, d'une scène qui allait être un peu violente, par exemple il allait tirer un coup de feu en l'air, des choses comme ça. Je pense que les effets spéciaux numériques s'améliorent, mais je préférerais toujours quelque chose d'organique, de concret, à la fois comme actrice et comme spectatrice. Bonsoir, par ici. Right here. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici. Je suis désolée, je suis un petit peu stressée. Mais en tant que jeune actrice, j'aurais voulu savoir si vous pouviez donner des conseils pour des personnes qui se recherchent un peu artistiquement parlant, et aussi comment vous avez fait pour, même sans avoir forcément la confiance en vous, toujours accepter des projets, continuer dans ces projets et vous faire confiance sur les projets que vous choisissiez et les films, que ce soit les films ou les pièces de théâtre, comment vous avez senti les choses pour avancer dans ce métier. Voilà, merci beaucoup. I had, well, thank you for your question. I wish you all the best. I was very lucky to have a very good education, especially in literature. And I would say that I really know how to read. And one of the things, the main thing that always guided me was I was always looking for the story in the script. I didn't really care what the part was a lot of the time, but if it was a great story, there was a part in it, I wanted to be part of that. And that's why I've jumped around so many times. My agent calls me a hummingbird because and I've gone high, low, big, small, drama, comedy. It's all based on what I am very confident about is my ability to judge a script. And if it is a story about something more than the people in it, then I think it is a script that will endure. So I think as a young actor, as tempting as it is to take things, I think it's good to be very picky and maybe write your own scripts that you believe in, because I think it's all about the material. No actor is so charming that they can hold the screen for an hour and a half without a good story, in my opinion. Moi j'ai eu la chance, je crois, d'avoir fait des études qui m'ont donné une base assez solide, des études de littérature, et je pense pouvoir dire que du coup ça m'a donné un œil de lectrice. Et je recherche toujours l'histoire dans un scénario, pas forcément un rôle en particulier. Et si l'histoire tient bien la route, si elle est bonne, et qu'il y a un rôle dedans, peu importe le rôle, je pense que je vais réussir à m'embarquer. Mon agent m'appelle le colibri parce que j'ai un peu butiné partout. J'ai fait des drames, des comédies. Je suis passée vraiment d'une chose à l'autre, des petits rôles et des plus grands rôles. Mais je crois que la seule confiance que j'ai pu avoir en moi, c'était dans ma capacité à juger justement un scénario. Et si une histoire est vraiment bonne, je pense que le scénario durera dans le temps. C'est tentant quand on est comédien, jeune comédien, d'accepter des choses qu'on nous propose, mais je trouve que c'est mieux encore d'être exigeant. Peut-être aussi d'écrire soi-même les rôles qu'on aimerait jouer, qu'on aimerait se voir proposer. Parce qu'en fait, aucun acteur n'a suffisamment de charme pour tenir tout seul un film s'il n'y a pas une histoire solide derrière. Encore une question. Sigourney, c'est un honneur de vous avoir ici. Je vous ai regardé encore dans 10% hier soir, donc c'était super. Je voulais vous poser la question, en fait, quand vous pourriez décrire votre méthode de direction de James Cameron
et de Ridley Scott, justement, de James Cameron, que vous avez tourné Avatar là dernièrement, et là, Ridley Scott, que vous avez trouvé sur quelques films. Comment vous dirige-t-il et comment ça se passe justement sur ces différents cinéastes? I think Jim Cameron, especially these days when we work on Avatar, it's a very actor-centric film. So he's really on the floor with us, and we try the scenes different ways, and he's really interested in exploring. Ridley, I think, is more interested in things that are visual, and my impression is, I've worked with him I think 3 times, he's not a big talker. So you have to do kind of more of the instinctive work yourself, perhaps. He may be talking a lot to other actors, but he doesn't really, he kind of, some directors give you a few things and then they leave it up to you. Whereas I think Jim is enjoying the Avatar so much, and we are sort of a family now that when we get into these big scenes, he's so interested in actually what the actor wants to try, and so it feels it's a very satisfying process, and so I'm you know, it's funny because he's just, you know, they come sort of from the same world, these big movies, but I think Jim, my experience of Jim, because I've worked with him more, is that he loves the details too. Mais je crois qu'avec James Cameron, donc, avec qui j'ai tourné le plus récemment, donc Avatar, c'est vraiment une série de films qui sont très centrés sur les acteurs, donc il est vraiment là avec nous sur le pont. On tente des choses, il aime bien l'expérimentation avec les acteurs. Ridley Scott, lui, ce qui l'intéresse plus, c'est le visuel, et c'est pas un grand bavard. Donc c'est un réalisateur avec qui on est un peu plus livré à soi-même et à son propre instinct, on doit développer soi-même son instinct. C'est vrai que James Cameron, bon, il y a aussi le fait que ce soit une saga qui est sur la durée, donc on est devenu un peu une famille, donc quand on travaille les scènes ensemble, on sent que ça le passionne, donc c'est un processus extrêmement satisfaisant. Et alors que c'est vrai qu'ils peuvent être comparés parce qu'ils viennent un peu du même monde, des très gros films, mais je dirais que James Cameron, lui, a encore plus un sens du détail, il aime les petits détails. Sigourney Weaver, je vais juste saluer quelques complices qui sont dans la salle. Catherine Leterrier, qui était avec nous hier, votre costumière préférée, avec laquelle vous avez échangé hier. Et puis je l'ai vu, le créateur et le producteur de la série 10%, Dominique Besnéard, qui est là, et qui s'est tenu remarquablement à carreau. Voilà. Il fait partie du conseil d'administration de la Cinémathèque Française qui a tenu à être là pour vous. Merci aussi à votre époux de nous avoir supportés pendant ces 2 jours, et merci infiniment à vous de votre gentillesse, de votre disponibilité et de votre générosité. Merci beaucoup.